Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur des fondements et des concepts clés de l'IA générative. Tout ça est tiré du premier chapitre sur l'introduction à l'IA générative pour les tests logiciels. Comprendre ces bases, c'est vraiment se donner les moyens de maîtriser les outils qui sont en train de transformer le métier. Et c'est la question qu'il faut se poser. L'IA, ce n'est plus de la science-fiction. C'est une réalité qui redéfinit des pans entiers de l'industrie et le test logiciel est vraiment en première ligne. Pour être acteur de ce changement et pas juste le subir, la première étape, c'est d'en parler le langage. Alors allons-y, décortiquons ce vocabulaire ensemble. Pour bien piger ce qu'est l'IA générative, il faut d'abord savoir d'où elle vient. On peut voir l'intelligence artificielle comme un grand arbre de famille avec différentes branches qui ont poussé au fil des décennies. Commençons par la plus ancienne, la racine de tout ça. L'IA symbolique, c'est l'approche historique, la toute première. Imaginez un système où tout est codé à la main par des experts. On lui donne des règles très précises du type « si telle chose se produit, alors fais ça ». C'est une logique pure, basée sur des règles et des symboles, pour essayer de copier une décision humaine. Après ça, on a eu un vrai changement de perspective avec l'apprentissage automatique, le machine learning. Là, on oublie les règles écrites à la main. On donne à la machine des tonnes de données et c'est à elle de trouver les schémas, les motifs. Par contre, et c'est le point clé ici, il faut encore qu'un humain lui dise quoi regarder, en choisissant les features, les caractéristiques importantes dans les données. Et puis vient le deep learning, l'apprentissage profond. Là, on franchit encore une étape. Grâce à des architectures complexes qu'on appelle réseaux de neurones, le modèle devient autonome pour de bon. Plus besoin de lui dire « regarde cette caractéristique ». Il les découvre tout seul en analysant d'énormes quantités de données. C'est grâce à ça qu'on peut reconnaître des visages dans des photos ou comprendre du langage parlé. Et ça nous amène enfin à notre sujet, l'IA générative. C'est une branche du deep learning, mais avec une compétence qui change tout. Elle ne se contente pas de classifier ou d'analyser des données existantes. Sa superpuissance, c'est de créer du contenu qui n'existait pas avant, du texte, des images, de la musique et bien sûr, du code. Alors, si on récapitule rapidement, on part de l'IA symbolique, très rigide, on évolue vers le machine learning qui apprend des données mais avec un coup de pouce humain, ensuite le deep learning qui apprend tout seul, et au sommet, l'IA générative qui utilise tout ça non plus pour comprendre, mais pour créer. On voit bien la progression logique. Bon, maintenant qu'on a le contexte, allons voir ce qui se passe sous le capot. On parle beaucoup de grands modèles de langage, les fameux LLM, mais comment ça marche vraiment? Comment ça pense pour nous répondre de façon aussi cohérente? En fait, le processus est assez simple sur le papier. Ça se passe en 4 grandes étapes. Ça commence avec le texte qu'on lui donne. D'abord, il est découpé en petits morceaux, c'est la tokenisation. Ensuite, chaque morceau est transformé en une sorte de coordonnées mathématiques, c'est l'embedding, pour que le modèle comprenne son sens. Et enfin, avec tout ça, le modèle ne fait que prédire le morceau suivant le plus probable. C'est ce cheminement qui se passe à chaque fois. Attardons-nous sur cette première étape, la tokenisation, car elle est fondamentale. Le modèle ne lit pas des mots comme nous, il découpe la phrase en tokens. Ça peut être un mot entier, un bout de mot ou même juste un point. Ces tokens, ce sont les briques de construction, un peu comme des Lego, avec lesquels le modèle va travailler. Alors pour être sûr que le concept est bien ancré, la tokenisation ce n'est pas la conversion en vecteur, ça c'est l'étape d'après, l'embedding, ce n'est pas non plus la réponse finale, non. C'est bien le fait de créer ces fameux blocs de construction, ces briques élémentaires, qui permettent ensuite au modèle de comprendre et de générer du langage. Un autre concept super important, c'est la fenêtre de contexte. L'analogie avec la mémoire à court terme est excellente. C'est en gros le nombre de tokens que le modèle peut garder en tête en même temps. Et pourquoi c'est si important pour le test? Eh bien, si un scénario de test est très long ou qu'un rapport de bug est très détaillé, le modèle risque tout simplement d'oublier le début. C'est une contrainte technique bien réelle qu'il faut toujours avoir à l'esprit. On avance. Une autre idée importante à comprendre, c'est que le mot LLM est un peu un terme générique. En réalité, il y a toute une famille de modèles et chacun est optimisé pour des choses différentes. Ils ne sont pas tous bons pour tout faire. La distinction principale est là. D'un côté, les LLM qui sont adaptés aux instructions. Ils sont excellents pour suivre un ordre précis. Par exemple, génère-moi un cas de test au format Gherkin. De l'autre côté, on a les LLM de raisonnement. Eux, ils sont conçus pour des tâches plus complexes, qui demandent plusieurs étapes de pensée, comme « analyse-moi ces 50 rapports de bugs et trouve la tendance principale ». Donc en pratique, le choix est crucial. Pour une tâche bien cadrée d'exécution, comme générer un test, un modèle d'instruction fera parfaitement l'affaire. Mais pour une tâche d'analyse, de synthèse de données complexes, il faudra absolument se tourner vers un LLM de raisonnement. C'est vraiment une question de choisir le bon outil pour le bon travail. Jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de texte. Mais la prochaine évolution est déjà bien installée. Et si une IA pouvait non seulement lire une consigne, mais aussi voir une interface graphique? Eh bien ça, c'est le domaine des LLM multimodaux.
Ce sont des modèles capables de comprendre et de connecter plusieurs types de données en même temps, comme du texte et des images. Pour le test logiciel, c'est une petite révolution. On peut lui donner une user story en texte et une maquette de l'interface en images, et lui demander de vérifier si les deux sont cohérents. On a couvert pas mal de choses, pas vrai? Mais la vraie question, c'est pourquoi tout ça est si important? Eh bien, parce que maîtriser ces concepts, ce n'est pas juste pour la culture générale. C'est la condition indispensable pour utiliser ces nouveaux outils de manière intelligente, efficace et pertinente dans le quotidien du test. Ok, si on doit retenir l'essentiel en quelques points, ce serait ça. L'IA générative, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'une longue évolution technologique. Les LLM fonctionnent sur une mécanique assez simple, de décomposition et de prédiction. Et surtout, il faut choisir le bon modèle pour la bonne tâche. Comprendre ça, c'est vraiment la première marche pour pouvoir intégrer l'IA intelligemment dans les tests. Voilà, les briques de base sont posées. La question pour la suite est donc simple. Laquelle de ces briques, que ce soit la compréhension de l'évolution de l'IA, la mécanique des LLM ou le choix du bon modèle, va être la première à être posée pour construire le futur des projets de test ?